Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, merci d'abord pour cette invitation. Guillaume Poupart voulait venir et malheureusement il est retenu en exercice interministériel de crise. Donc c'est un exercice, il n'y a pas de problème particulier. Mais donc hier soir, nous avons déclenché le plan Piranette, puisque c'est son nom, qui est l'exercice permettant le plan qu'on déclencherait en cas d'attaque cybernétique majeure sur la France. Donc voilà, donc il est engagé dans ce dispositif. Merci pour cette invitation qui, en plus, pour moi, a une saveur toute particulière puisque j'ai passé 2 ans de mes études à Nancy. Et donc je n'étais pas revenu depuis de nombreuses années. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Hier, pendant que je préparais cette intervention, j'ai reçu un mail de la veille de l'agence qui m'informait d'une nouvelle série de révélations Snowden. Alors les révélations Snowden à l'agence, c'est toujours un petit événement. Il y a tout de suite une course qui se lance entre tous les techniciens de l'agence pour ouvrir les documents, comprendre ce qu'il y a dedans. Et alors on n'a pas fini de tout analyser parce qu'il y a quand même un volume conséquent qui a été produit. Mais les premiers exercices, les premiers éléments qu'on en a sont pour nous assez décevants. C'est-à-dire que oui, évidemment, si vous téléphonez depuis un avion qui passe par un lien satellite sans chiffrement supplémentaire, bien sûr, vous allez vous faire intercepter par un certain nombre d'acteurs qui sont capables de le faire assez facilement. Donc, ce que ça nous montre, ces révélations, c'est que ce qu'on sait déjà est de nouveau pertinent et que nous avons devant nous un énorme travail de sécurisation à mener. Le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, ces attaques font la une de la presse et que même si le travail de sensibilisation est permanent et est une préoccupation majeure de l'agence, il est aujourd'hui grandement réalisé et l'ensemble de la population, l'ensemble des acteurs dont vous faites partie, sont bien sensibilisés à ces questions de cybersécurité. Sur le plan des attaques, ce qu'on continue à voir à l'agence, on voit des attaques tous les jours, celles qui sortent dans la presse, mais aussi d'autres. Et ce qu'on constate très brièvement, c'est que finalement les bonnes vieilles méthodes fonctionnent encore. Le spear phishing, le mail, le téléphone non chiffré continuent à fonctionner. Et alors, un exemple savoureux que j'ai trouvé dans la veille de la semaine dernière, c'est le bureau fédéral du procureur de Pennsylvanie qui a accepté de payer la rançon d'un cryptolocker qui a affecté ses bureaux. Pour un procureur, payer une rançon, c'est toujours savoureux. Et puis ce qu'on constate, c'est par contre une extension des attaques à visée d'abord monétaire, notamment des attaques sur les banques, où historiquement on voyait beaucoup d'attaques sur les clients, sur les cartes bleues. Aujourd'hui, on constate que les attaquants n'hésitent plus à s'en prendre directement au système bancaire et au réseau de communication interbancaire. Et puis l'autre nouveauté, c'est l'utilisation massive des objets connectés, alors qui a frappé en France. OVH a été bombardé par quelques centaines de milliers de caméras, et aux États-Unis. Et ça, pour nous, pour le coup, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau type de risque. C'est notamment un risque systémique, puisqu'on va avoir, dans les années à venir, des millions d'objets connectés. Certains disent des milliards d'objets connectés. Si leur niveau de sécurité reste équivalent à celui qu'il est aujourd'hui, ça nous laisse penser qu'on va au-devant de graves ennuis. Alors, au-delà de ça, l'ANSSI, donc nous sommes Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information. Dit comme ça, c'est très, très pompeux. En pratique, on est une structure très jeune. On a été créé en 2009, on était 100. Aujourd'hui, on est 500. On doit continuer à grossir. On fait partie des rares parties de l'administration qui grossissent. Alors, on essaye de garder profil bas à certains endroits parce que les autres administrations nous en veulent un peu. Mais il faut être très clair. À 500, ou même demain à 700, nous n'arriverons pas tout seuls à couvrir l'ensemble de la sécurisation et des problématiques liées à la cybersécurité. Donc pour ça, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de construire un système de protection qui couvre l'ensemble de la population. Alors,
au niveau français, mais pas que, et qui a pour l'instant 3 niveaux. Je vais essayer de vous le présenter brièvement. Le premier niveau, et c'est le niveau le plus avancé, c'est le niveau de protection des infrastructures critiques. Donc, les infrastructures critiques, ce sont alors 12 secteurs où on considère que si, pour une raison quelconque, les entreprises de ces secteurs venaient à être touchées par une attaque, alors qu'elle soit une attaque cybernétique ou autre, une attaque physique par exemple, collectivement, la société française a un problème. Alors évidemment, c'est des choses auxquelles on peut penser facilement, les transports, les banques, l'alimentation, l'eau, les télécoms, l'énergie, la santé, les banques, il y a 12 secteurs, il y a 250 entreprises, et en fait, on s'est appuyé sur un dispositif qui préexistait complètement, qui existe depuis très longtemps, pour la sécurité collective. On y a juste ajouté un volet cybernétique. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, vous voyez bien que par exemple si une usine d'eau s'arrête, l'État a au bout de quelques jours, enfin la société, la ville concernée par l'usine d'eau a un problème, et donc on a un problème de santé publique. Et donc il faut y résoudre. Et ces usines d'eau, jusqu'à présent, étaient pas forcément très connectées à Internet, et maintenant elles le sont. Et donc du coup on a rajouté un volet cybernétique dans ce plan. Alors c'est un travail qu'on a essayé de faire en collaboration avec ces 12 secteurs. C'est un travail qui du coup était très long, qui a duré 2 ans, et pendant lequel nous avons travaillé avec chacun de ces secteurs en fonction de leur maturité informatique, de la criticité des éléments qu'ils traitent, pour être capable d'obtenir un ensemble de règles qui leur sont imposées par la loi, pour faire en sorte que ces secteurs aient un niveau de sécurité minimal. Donc on leur demande 4 grandes choses. Donc un niveau minimum de sécurité. Alors il y a 20 catégories de mesures qui sont à la fois des mesures techniques, mais également des mesures non techniques, des mesures organisationnelles, qui elles sont spécifiques secteur par secteur. Une obligation de notification des incidents à l'agence, pour qu'on sache quand ces entités sont sous couvert d'une attaque. La tendance encore pour beaucoup d'entreprises est de cacher les attaques qu'elles subissent. C'est jamais très bon pour la réputation, voire dans un certain nombre de cas pour le cours de bourse. Donc on ne leur demande pas de les publier, mais on demande au moins de nous prévenir nous. La possibilité pour nous de faire des inspections, d'aller vérifier que les mesures qu'on leur demande d'appliquer sont réellement appliquées sur le terrain. Et puis un dispositif de gestion de crise qui est capable de se raccorder à l'exercice interministériel dont je vous parlais tout à l'heure. Finalement, c'est un tout petit périmètre, puisque c'est 250 entreprises, mais pour lequel on place la barre relativement haut en termes d'exigence de sécurité. Et un des exemples qu'on donne assez souvent, c'est l'usine chimique. Aujourd'hui, vous êtes en France, ou en Allemagne, vous voulez implanter une usine chimique, il vous faut une autorisation ou une déclaration en fonction des cas pour vérifier. L'État va venir vérifier que vous traitez correctement votre usine chimique, que vous ne balancez pas des polluants dans la nappe phréatique, que votre usine ne va pas exploser demain et ne va pas brûler et empoisonner les habitants du quartier. Et donc, on ajoute simplement un volet cyber à ce principe-là, qui est de dire on va s'assurer que votre usine chimique, qui est branchée aujourd'hui sur Internet, elle ne va pas faire n'importe quoi au premier malware qui passe, et qu'elle va être capable de résister à ce genre d'attaque. Donc ça, c'est le premier niveau de protection, le plus contraignant et le plus petit. Et ça, c'est quelque chose qui a démarré en France en 2013, c'est relativement ancien, et on a été un peu les pionniers sur ce secteur, et depuis, l'Allemagne a inventé un dispositif assez similaire. Les États-Unis ont inventé un dispositif assez similaire. Les Anglais sont en train de faire la même chose, et progressivement, sur ces infrastructures critiques, l'ensemble des pays avancés est en train d'adopter des réglementations pour garantir un niveau de sécurité informatique suffisant. Le deuxième niveau essaye d'être plus large, et puis on a vu que sur ces infrastructures critiques, on y allait en ordre dispersé. Les États sont allés les uns après les autres. Donc, pour faire le deuxième niveau, on a essayé de travailler un peu plus intelligemment, on a essayé de travailler directement au niveau européen.
Donc il y a une directive NI qui est sortie en juillet, qui s'appelle la directive NIS, pour Network and Information Security, qui reprend ce principe de protection des infrastructures critiques, qui l'étend aux 28 États membres, et qui l'étend à d'autres acteurs, et avec une définition un peu plus large. Ce que nous, on a fait au niveau français, c'est vraiment la protection des infrastructures critiques, dans un rôle de protection des populations et de protection globalement de la sécurité nationale. Ce que fait la directive Nice, c'est qu'elle étend la protection aux opérateurs essentiels à l'économie. Donc c'est beaucoup plus large, puisque tout un tas d'entreprises, si elles meurent demain, ne vont pas poser de problème de santé publique ou de protection des populations, mais pour autant vont à long terme diminuer notre potentiel économique. Et donc cette directive, se découpe elle va s'appliquer dans l'ensemble des 28 pays de l'Union. Elle se découpe en deux parties. Une partie qui est une partie transposable, et donc c'est un travail qui est en cours au niveau français, mais aussi dans l'ensemble des pays de l'Union, de transposer en droit national les éléments de cette directive. Et puis une partie dite d'application directe, c'est-à-dire un certain nombre d'acteurs ou de secteurs pour lesquels on considère qu'il ne faut pas qu'il y ait de différence entre les législations nationales, que la bonne taille, c'est la taille européenne. Et dans ces secteurs, on en trouve particulièrement trois. On trouve les moteurs de recherche, les fournisseurs de cloud et les plateformes de e-commerce, où le travail qui est fait par l'Union européenne est vraiment de considérer que ces gens-là doivent bien sûr avoir des règles minimales de sécurisation de leur système d'information, mais que ces règles doivent être définies une fois pour toutes à l'échelle européenne et non pas définies État par État. Donc vous voyez un niveau de règles et d'exigences moins élevé, mais un périmètre plus large. Donc c'est la deuxième partie de notre pyramide. Et puis une troisième partie, alors là, qui vise à couvrir l'ensemble de la population, l'ensemble des PME et des entreprises, et qui, pour le coup, ne vise pas à imposer des contraintes, mais au contraire vise à aider, à assister les gens dans la construction de leur sécurité et dans la réaction face aux attaques auxquelles ils ont pu être exposés. Donc ça, c'est également un travail qui est en cours. Donc on devrait mettre en place en 2017 un dispositif d'aide aux victimes d'actes de cybermalveillance. Désolé, c'est du jargon administratif. Il aura probablement un nom un peu plus flashy quand il sera annoncé. C'est un travail en cours avec l'ensemble des ministères, avec le ministère de l'Intérieur, et c'est un travail, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas à 500 qu'on va être capable d'aller aider toutes les personnes victimes de CryptoLocker, aider toutes les PME à se sécuriser. Et donc c'est un travail qu'on va évidemment traiter en lien, en partenariat avec des entreprises privées. Voilà, donc vous voyez, l'idée de ce dispositif de protection, c'est 3 niveaux, et avec un cœur où on protège très fort avec des exigences très fortes, jusqu'à une protection du consommateur final, où là, pour le coup, on aide, on assiste, et on n'impose pas de règles. Alors, ces dispositifs ne sont pas encore tous mûrs, ils ont des niveaux d'avancement, des histoires différentes, mais l'idée est bien de construire cette espèce de pyramide. Et donc, pour faire ça, on ne va pas faire ça tout seul, et on a besoin de 2 grandes catégories d'éléments. La première, c'est des personnes. On a besoin de personnes concernées, sensibilisées, impliquées, formées à la sécurité informatique. Et donc, pour cela, l'agence travaille alors, sur de la sensibilisation, mais aussi sur des actions de formation. Alors, principalement à 2 titres. La première, c'est un programme que nous avons appelé CyberEdu. L'objectif, c'est de fournir des modules de sécurité informatique quasiment clés en main à des professeurs, à des chercheurs, à des non-spécialistes de la sécurité. L'objectif étant que pas un élève qui sorte d'une formation en France, d'une formation en informatique ou en électronique, une formation numérique au sens large, ne puisse sortir sans avoir eu au moins un module sur la sécurité. Évidemment, on préférerait plus,
mais on est bien conscient que tout le monde n'a pas vocation à devenir un expert en sécurité. On a besoin de développeurs, on a besoin d'électroniciens, on a besoin de gens qui fabriquent des objets connectés, par exemple, qui ne soient pas des spécialistes de la sécurité informatique, mais qui au moins aient eu une formation, aient été sensibilisés, et eu les premiers éléments de sécurité informatique. Et donc, pour cela, on fournit des contenus sur étagère à un certain nombre aux professeurs qui en ont besoin. Et puis, le deuxième axe de travail sur la formation, c'est de s'assurer que nous disposons de suffisamment de gens formés à la sécurité informatique, pour le coup d'experts en sécurité des systèmes d'information, en sécurité du numérique, et que ces gens-là aient un niveau qui soit suffisant. Et donc pour cela, on s'est lancé depuis quelques mois dans une démarche de labellisation des formations spécialisées en sécurité informatique, avec un programme que nous appelons SecNumEdu. Et donc c'est un programme qui est en cours, les dossiers sont en cours d'instruction, mais on est assez confiant sur le fait qu'on va avoir un certain nombre de formations qui vont avoir le label en début d'année 2017. Alors pour l'instant, cette labellisation, elle se concentre sur les Master 2. Alors c'est pas qu'on n'aime pas les autres types de formations, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et on a pour ambition d'étendre ça par la suite à d'autres niveaux de diplôme. Donc l'idée, c'est voilà, de former des professionnels de la sécurité, de sensibiliser les professionnels du numérique à la sécurité informatique, et donc de créer un vivier de gens capables de nous aider dans ce travail de sécurisation, mais également d'accompagner les professionnels existants. Et nous publions régulièrement des guides, des recommandations qui sont destinées aux gens qui travaillent dans les DSI, aux intégrateurs, aux fabricants de produits, aux entreprises, pour qu'elles soient aidées dans la prise en compte de la sécurité dans leur processus, dans leur analyse de risque et dans leur développement technique. Et puis l'autre besoin que nous avons, c'est nous avons besoin de produits, nous avons besoin de solutions. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises viennent nous voir, ou d'administrations viennent nous voir en disant « Ok, on a compris, il faut qu'on se sécurise. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme solution ?» Et donc on a besoin de solutions, de produits, de services, et on parle de services et de produits de sécurité. Le problème d'un produit, d'un service de sécurité, c'est comment on vérifie qu'il est bon. L'approche qui consiste à dire on met les produits sur le marché et puis les entreprises qui se feront attaquer, c'est que les produits n'étaient pas bons, évidemment, elle a sa limite intrinsèque. Et donc, on a bien sûr besoin de produits, mais on a aussi besoin de labellisation, de certification, de qualification de ces produits pour définir ce que c'est qu'un bon produit de sécurité et trier dans l'ensemble des produits existants ceux qui ont un vrai niveau de sécurité, une vraie plus-value, et ceux qui sont grandement perfectibles. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis très nombreuses années, et en partenariat notamment avec l'Allemagne, avec le BSI, en appui sur des standards internationaux et sur des accords de reconnaissance mutuelle. Aujourd'hui, cette approche, elle trouve ses limites. Donc, depuis quelques années, on travaille avec l'Allemagne, avec le BSI notamment, pour essayer de converger sur ces standards, sur des évolutions de la certification, et notamment sur ce que nous on appelle la CSPN. Donc, c'est une version allégée de la certification qui permet à des startups, à des petites entreprises d'obtenir une labellisation, d'obtenir une garantie de la sécurité de leurs produits sans rentrer dans un processus qui dure 2 ans et qui coûte 100 000 €. Et donc on essaye de converger notamment avec l'Allemagne sur ce sujet-là. L'autre sujet sur lequel on travaille beaucoup avec les Allemands, c'est les prestataires de cloud. On est assez convaincu que, notamment pour beaucoup de petites entreprises,
Le cloud, c'est une solution pour gérer leur informatique et notamment pour gérer leur sécurité. Et donc, on travaille en commun avec l'Allemagne sur un label, alors qui pour l'instant s'appelle Secure Cloud, qui lui aussi est pas complètement terminé, mais qui devrait être finalisé très prochainement, d'ici la fin de l'année même, pour faire en sorte que des prestataires de cloud puissent être labellisés pour que les entreprises puissent aller utiliser ces prestataires en toute confiance en disant ces prestataires ont un bon niveau de sécurité. Si moi, PME, je m'appuie sur ce prestataire, j'ai une garantie que mes données seront bien traitées. Donc ça, c'est des initiatives franco-allemandes et puis qui progressent, qui vont dans le bon sens. Et par contre, comme je vous disais tout à l'heure, on voit que de plus en plus, le bon niveau, c'est le niveau européen. Et il y a 4 mois, la Commission européenne a lancé des travaux en disant nous, Commission européenne, nous voulons avoir un système de certification de sécurité à l'échelle européenne qui couvre aussi bien des produits, des infrastructures, des services, des prestataires, de la logistique et de la fourniture, de la supply chain. Et donc ça, c'est un grand projet, alors dans lequel évidemment le couple franco-allemand est fortement impliqué, mais qui dépasse le cadre franco-allemand et qui se traite notamment à travers un dispositif dont certains parmi vous sont, je le sais, acteurs, qui est le Cyber PPP, donc partenariat public-privé européen, qui est une association d'acteurs industriels, utilisateurs, fabricants de produits, de services, mais également États, qui travaillent pour faire des propositions à l'Union européenne, à la Commission, notamment sur ces questions de certification, mais également sur des questions d'orientation de la recherche. Donc, vous voyez, il y a là une convergence franco-allemande et une extension de ces questions de certification, de labellisation au niveau européen. Il faut bien sûr labelliser des produits, mais il faut aussi les fabriquer. Et pour ça, côté Annecy, on a 2 grands axes de travail. Un axe qui est vraiment côté recherche et côté R&D. On contribue à la stratégie nationale de recherche, au fléchage des projets H2020, au fléchage des PIA, donc des projets d'investissement d'avenir. Et puis, nous contribuons nous-mêmes. L'agence possède 6 labos de recherche. On a une 60aine de personnes qui participent à ces projets, qui publient régulièrement dans les grands domaines fondamentaux de la sécurité des systèmes d'information. Pour travailler en coopération avec, bien sûr, des gens comme l'INRIA, mais aussi les grands acteurs académiques. Et puis, un angle de soutien aux entreprises. On est capable de soutenir des PME avec BPI France. On est capable de déclencher des grands projets avec le fonds unique interministériel de soutien. La préparation, aussi avec les PIA, la préparation de l'avenir des grands projets industriels français. Et aussi par la structuration de la filière. Donc, certains ont déjà dû entendre parler de ce que nous appelons le plan 33. Donc, c'est un des plans de la nouvelle France industrielle dédiée à la cybersécurité qui vise à structurer l'écosystème, promouvoir l'offre et faire en sorte que les industriels et l'État travaillent collectivement à l'amélioration de la cybersécurité, en France. Aujourd'hui, au-delà de tous ces dispositifs existants, il me semble qu'il y a 2 grands sujets vers lesquels nous devons collectivement travailler. Le premier, c'est l'extension de la sécurité. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de produits de sécurité ou de services de sécurité. Ce qu'on aimerait avoir, ce n'est pas juste des produits de sécurité, c'est des produits sécurisés. C'est-à-dire qu'avoir des firewalls, c'est très bien, ou des antivirus, c'est très bien, ou des sondes de détection, c'est indispensable. Mais ce que nous, on préférerait voir, c'est une voiture sécurisée, un pacemaker sécurisé, un système d'information sécurisé ou une usine de traitement d'eau sécurisée. Et ça nécessite un grand travail interdisciplinaire, un grand travail de décloisonnement pour que nous tous, qui connaissons la sécurité des systèmes d'information dans toutes ses composantes, allions travailler avec les gens qui fabriquent des voitures, fabriquent des pacemakers, fabriquent des usines,
qui, eux, aujourd'hui, connaissent moins bien la sécurité des systèmes d'information. Et c'est un travail qui est difficile, mais qui est très riche. Nous, on l'a expérimenté quand on a défini les mesures à appliquer pour les opérateurs, pour les infrastructures critiques. Parfois, on s'est rendu compte qu'on ne parle pas le même langage. Avec certains secteurs, sécurité veut dire pour eux sûreté de fonctionnement. Pour d'autres, c'est l'inverse. Prenez l'aérien, par exemple, ils ont des normes de sécurité et de sûreté de fonctionnement déjà extrêmement fortes, mais la sécurité, pour eux, c'est empêcher les missiles d'abattre un avion ou détecter vous empêcher de monter à bord avec une bombe. Donc il y a des points de convergence, et c'est dans cette interdisciplinarité, c'est dans cette confrontation qu'on trouve les bonnes solutions à mettre en place avec ces secteurs pour réussir à faire des choses. Et c'est aussi une grande aventure d'humilité. Nous qui connaissons très bien la sécurité, arrivons avec des solutions qui s'avèrent généralement être extrêmement peu adaptées dans ces secteurs, parce que ces secteurs ont plein de contraintes par ailleurs, plein d'autres manières de travailler. Et pourtant, c'est par cette voie d'interdisciplinaire que vont se faire probablement les objets sécurisés dont je vous parlais. Et puis l'autre grande direction, c'est poursuivre la sécurisation des évolutions actuelles de l'informatique notamment. Alors pour en citer quelques-unes, le passage au cloud, alors qui pour nous qui vivons en permanence dans le numérique est quelque chose d'acté, presque d'ancien. Pour beaucoup d'entreprises est quelque chose d'actuel, voire de futur. Et on constate quand même que les technologies sous-jacentes, vous prenez les technologies classiques du cloud, aujourd'hui n'ont pas un niveau de maturité ni technologique et encore moins en termes de sécurité qui est particulièrement grand et particulièrement bien maîtrisé. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. La sécurisation des applications en mode SaaS est un défi complet. Comment est-ce qu'on garantit que quand vous êtes une entreprise, vous envoyez vos données dans un mode SaaS, qu'est-ce qui se passe? Comment vous sécurisez ça? Quelles garanties vous avez sur ces sujets-là? Les systèmes industriels qui sont un champ complet de nouveautés. Alors on a été très fiers à l'ANSSI de labelliser le premier pare-feu industriel au monde, avec une entreprise allemande d'ailleurs. Mais on effleure, c'est le sommet de l'iceberg. Tous les systèmes industriels qui historiquement étaient des systèmes enfermés dans leur usine sont aujourd'hui de plus en plus connectés et nous posent des vrais défis de sécurité avec des protocoles que nous ne connaissons pas parce que c'est pas des protocoles classiques de sécurité, c'est pas des protocoles classiques même de réseau avec des OS spéciaux, et donc il y a tout un champ d'expertise, de recherche dans ce domaine. L'extension de la mobilité, hein, le cas du réseau cloisonné, fermé, où on fait de la défense périmétrique et où tous les ordinateurs sont connectés avec des câbles, est clairement derrière nous. Et donc, quelle sécurité pour la mobilité partout, comment on gère la multiplication des connexions. On a de nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Alors, l'ordinateur quantique, par exemple, qui fait pareil, qui apparaît dans la presse, mais qui nous pose des questions à nous, communauté de la sécurité. Et puis l'émergence des objets connectés, où il y a un gros travail pour gérer des flottes d'objets connectés. Comment est-ce qu'un fabricant va gérer 1 million, 10 millions de frigo, téléviseur, caméra, brosse à dents, enfin vous choisissez ce que vous voulez. Comment gérer la sécurité de ces objets, comment gérer leur mise à jour à distance de manière sécurisée. Tout ça, ce sont des défis auxquels nous sommes confrontés collectivement aujourd'hui. Alors, par rapport à ces défis, quelques recommandations. Si je puis dire. La première, c'est de ne pas oublier les fondamentaux technologiques. On a tellement de choses à faire sur du concret, du court terme, il faut sécuriser les objets connectés là, tout de suite, maintenant, qu'il y a peut-être une tentation de s'éloigner des sujets de fond, de la crypto pure, des preuves, du réseau, vraiment des sujets de fond
Et pourtant, ces éléments sont peut-être moins mis en avant, mais sont absolument nécessaires pour la poursuite de la sécurité et pour pouvoir continuer à faire progresser l'état de l'art et être capable demain de sécuriser les nouvelles applications. Et notamment sur certains sujets, alors je parlais tout à l'heure de la question quantique, sur la cryptographie quantique, je vois des gens qui se ruent sur la première solution qu'ils ont vue, dont la sécurité, on n'a pas forcément un recul gigantesque dessus, et puis qui vont implémenter ça dans un navigateur web, par exemple. Quelle est la réalité de la sécurité qu'on apporte? Est-ce qu'on apporte vraiment quelque chose, ou est-ce qu'on a juste rajouté quelques milliers de lignes de code dans lesquelles on va fatalement trouver un jour ou l'autre une vulnérabilité? Et donc, est-ce qu'on n'a pas affaibli le niveau de sécurité du navigateur en question? Donc sur ces sujets-là, par exemple, il est urgent de faire de la recherche, de réfléchir avant d'implémenter des choses dans des produits concrets. La deuxième grande recommandation, c'est de ne pas oublier la prévention. Bien sûr, on a besoin de détection d'attaques, de sondes, de capacité à réagir, à corriger des problèmes, mais de la même manière, ce ne sont pas les pompiers qui ont diminué le nombre de départs de feu. La diminution des incendies, si vous le regardez sur un siècle et demi, elle est grandement imputable à l'amélioration des techniques de construction, l'amélioration des matériaux, le traitement des matériaux de construction, le traitement des meubles. Aujourd'hui, vous achetez un meuble, tout meuble est traité anti-feu, et ça, c'est un travail de longue haleine pour faire en sorte que toutes nos briques de sécurité, toutes nos briques informatiques aient un niveau de sécurisation qui monte progressivement. Alors oui, c'est moins vendeur, c'est plus difficile de faire de la communication sur le sujet, mais c'est probablement la vraie piste pour réussir à sécuriser nos systèmes. Et notamment là-dedans, il y a un champ qui me semble être particulièrement important, c'est la gestion, l'administration, l'automatisation de l'administration des parcs de machines, des flottes de téléphones, des flottes d'objets connectés, dans lequel il y a énormément de choses à faire, qui est un champ qui est tout petit aujourd'hui et sur lequel il y a un potentiel d'amélioration réelle et profonde et durable de la sécurité. Et puis le dernier point, c'est de construire des produits, de construire des services. C'est absolument fondamental, on en a besoin, mais il faut absolument, et c'est tout le sens de cette journée, que les technologies rencontrent les cas d'usage, rencontrent les utilisateurs et les business plans et le business model. On a régulièrement des retours à l'agence de gens qui nous disent « Votre produit de sécurité, là, il est très bien, il est très sûr, il est tout ce qu'on veut, mais il ne marche pas. Il est trop lent, il n'est pas assez efficace, l'administration est pénible. » Voilà. Et donc, un bon produit de sécurité, c'est bien sûr un produit qui a une bonne sécurité intrinsèque, mais il faut aussi qu'il soit performant, il faut aussi qu'il puisse répondre aux besoins des utilisateurs, même si c'est extrêmement difficile à faire. Mais in fine, c'est l'utilisateur qui choisit d'utiliser un produit ou pas. Et donc, si le produit est très sécurisé mais pas utilisable, eh ben, il va finir par utiliser autre chose de pas sécurisé mais beaucoup plus utilisable. Voilà. Et donc, ce dernier point, je pense que cette journée, c'est vraiment l'illustration de ça. C'est de faire rencontrer des gens qui maîtrisent la technologie, qui maîtrisent leur sujet de recherche et des entrepreneurs, de les faire travailler ensemble, de faire émerger des nouvelles entreprises, des nouvelles startups que nous, Annecy, pourrons accompagner. S'il y a des gens qui veulent se faire accompagner, se faire labelliser, ces entreprises sont les bienvenues. Et c'est aujourd'hui une seule journée, mais ce que vous faites, c'est une des pierres qui permettent de répondre à cet édifice que je vous ai montré tout à l'heure en 3 niveaux, qui fera que globalement, ensemble, nous allons pouvoir réussir à fournir une protection de notre informatique globale pour l'ensemble de notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup, Com. Très belle présentation. I believe we can take some time for 1 or 2 questions. 1 ou 2 questions.
suis sûr que vous en avez. Je peux éventuellement commencer par une question sur le sujet du machine learning et de la sécurité. Est-ce que là-dessus, vous avez déjà des expériences, vous avez des pistes? Alors, c'est un sujet extrêmement intéressant. À l'agence, on a un laboratoire alors qui n'est pas dédié qu'à ça, mais qui notamment s'occupe de ces thématiques, donc qui vise à effectivement entraîner des modèles de machine learning pour notamment faire de la détection d'attaques, de la détection de signaux faibles, alors soit à partir d'éléments remontés par des sondes assez classiques, soit à partir de logs. Voilà, donc c'est une nouvelle compétence qu'on fait émerger à l'agence depuis 1 ou 2 ans maintenant, mais oui, ça nous semble extrêmement prometteur. Et donc s'il y a des gens qui veulent travailler dans ce domaine-là, on les encourage fortement, et puis on les encourage à venir travailler avec le laboratoire de l'agence. On a le laboratoire a été créé l'année dernière, donc il monte en puissance. Là, ils sont 5, et on a notamment une thésarde sur le sujet, à plein temps sur ce sujet-là. Merci. Une autre question? Oui, en parlant fort. Bonjour, j'aimerais savoir tout simplement quel rapport entretient l'ANSSI avec les réseaux peer-to-peer chiffrés qui sont en train de monter en puissance en ce moment. Je pense à la blockchain ou alors au réseau friend-to-friend chiffré avec des technologies comme BGP. Alors, à l'ANSSI, on considère que le chiffrement, c'est une brique fondamentale du monde numérique. On ne peut pas supprimer, altérer, modifier le chiffrement sans intrinsèquement porter atteinte à cette évolution du monde numérique. Donc nous, on a plutôt tendance à soutenir les questions de chiffrement, à soutenir leur développement et à appeler à leur développement. Après, sur les questions de blockchain, par exemple, c'est des sujets qu'on regarde. On considère aujourd'hui que ce n'est pas des sujets particulièrement mûrs, que c'est des sujets vraiment du domaine de la recherche. On encourage les gens à faire de la recherche. On travaille notamment avec l'IRT Systemix qui est là aujourd'hui sur des questions de justement comment est-ce qu'on pourrait vérifier la sécurité d'une blockchain, par exemple, qui est honnêtement une question pas très simple. Voilà, donc ça c'est sur l'aspect technologique. Sur l'aspect usage, nous on est plutôt favorable au chiffrement, donc on n'a pas, enfin, s'il y a un cas d'usage pour faire du peer-to-peer ou du friend-to-friend, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser.